Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le Moniteur Formation. Nous allons ce matin parler des enjeux de l'asset management immobilier en 2021. Et pour cela, nous sommes accompagnés par Benjamin Mercuriali, qui est le président fondateur du cabinet AEG-LIM, un cabinet qui est spécialisé dans le conseil et la valorisation des actifs immobiliers et en stratégie environnementale. Donc, il anime notamment avec le moniteur un certain nombre de formations au sein d'une offre asset management qui s'est bien développée ces derniers mois. Des formations comme intégrer les fondamentaux de l'asset management ou encore finance responsable dans l'immobilier, utiliser l'investissement socialement responsable en immobilier, quels sont ses enjeux, ses labels, ses impacts. Donc voilà, depuis un moment maintenant et nous sommes très heureux de le recevoir ce matin pour cette présentation qui, j'espère, vous intéressera. Merci en tout cas de vous être inscrits si nombreux. N'hésitez pas, grâce au petit menu que vous avez à droite de votre écran au fil du webinaire, je les relayerai à Benjamin à la fin pour qu'il puisse y répondre. Du coup, Benjamin, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Je vois qu'il y a encore quelques participants qui arrivent. Je vais vous parler ce matin sur ce webinaire de rentrée effectivement des enjeux de l'asset management immobilier en 2021, en tout cas ceux qui me semblent les plus prégnants pour l'industrie immobilière. L'idée n'est pas forcément de vous apporter réponse à tout, mais plutôt d'ouvrir les horizons, d'engendrer des réflexions. Ce webinaire sera organisé en deux parties. Une partie, évidemment, où je vais vous dérouler la présentation qui a été montée pour aujourd'hui et qui sert de support à notre information. Et puis une deuxième partie, qui se veut évidemment plus didactique et sur laquelle, écoutez, j'essaierai de répondre à la fois à vos questions, mais peut-être aussi au débat qui s'ouvrirait entre nous suite au sujet abordé. Si vous aviez des questions en cours, surtout vous n'hésitez pas à les poser dans le chat, elles me seront relayées et dans la mesure du possible, évidemment, je tâcherai d'y répondre. Alors, pour parler des enjeux de l'asset management en 2021, je pense que tout est dans le titre. Je pense que c'est effectivement, avec l'année 2020, l'année pivot pour l'immobilier et pour la gestion d'actifs physiques, de se tourner vers un immobilier réellement responsable et on va essayer de voir ce que ça implique et pourquoi évidemment aller par là. Hop. Donc effectivement, la première grande tendance qui me semblait importante d'aborder ce matin, c'est évidemment l'immobilier et l'impact du Covid sur celui-ci, ou de la Covid, pardon, sur celui-ci. Donc beaucoup de points à prendre en compte, évidemment. Le marché n'est pas unique. Je pense que le premier point important, effectivement, à garder en tête quand on parle des impacts de la Covid, c'est la prise en compte des conséquences économiques. Alors, des conséquences économiques sous plusieurs axes. Excusez-moi, je déplace un petit peu les fenêtres pour parfaitement voir ce que je vous dis. Évidemment, les conséquences macro, on parle quand même de entre 9 et 10% de compression du produit intérieur brut sur l'année 2020. Les tendances macroéconomiques les plus positives que j'ai trouvées parient sur un rebond de 5% en 2021, toujours du même PIB. Bon, il faut quand même préciser que ces estimations sont basées sur une absence de nouvelles vagues et de nouveaux confinements en 2021, ce qui n'est pas encore tout à fait acquis. Et donc on voit bien un sujet important et impactant sur la capacité de la France à créer de la valeur, et donc c'est classiquement des emplois. On fera le lien avec l'immobilier derrière, puisque l'immobilier fournit des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux de stockage, des lieux de commerce, des lieux de loisirs, mais encore faut-il qu'on ait la capacité à les faire tourner. Autre gros élément à prendre en compte, si on essaie de faire le lien entre la Covid et l'immobilier, c'est l'impact sur le chômage. On a évidemment assisté à une première hausse du chômage en 2020. L'INSEE parie sur une continuité de cette hausse de chômage en 2021.
Les économistes, dont je ne suis pas, qu'ils soient pessimistes ou optimistes, ont quand même tendance tous à craindre l'arrêt de la subvention publique et de son impact notamment sur ce qui est appelé les sociétés fantômes ou zombies et l'impact de leur chute sur les sociétés plus saines. Et ça, on n'en a pas le timing. Donc évidemment, l'impact de ces éléments est à anticiper, sans pour autant être en capacité ni de le positionner exactement dans le temps, ni dans le volume. Voilà. Parallèlement, quand on continue à parler des conséquences économiques de la Covid, on voit bien qu'il y a eu un choc d'offres, hein, une baisse de production, à la fois avec les confinements, la possibilité de se déplacer, mais aussi la limitation des échanges internationaux. Et parallèlement, un choc de la demande, hein, puisqu'il n'a pas été possible de consommer, pas possible de consommer du service, de la culture, pas possible de consommer un certain nombre de biens de consommation. Je ne vous parle même pas des restaurants et ou des lieux de sortie et de fête. Mais donc tout ça, évidemment, a joué sur la demande. Je pense que toujours, en parlant des conséquences économiques de la Covid, on est un petit peu obligé d'anticiper les phénomènes dits de contagion, c'est-à-dire on est dans un monde qui est très interconnecté, très lié. Si le fournisseur A est en difficulté, il laisse des créances qui, pendant un temps, resteront douteuses chez son fournisseur. Puis le jour où, malheureusement, il devra être liquidé, et s'il devait l'être, on passera de créances à perte. Et puis, c'est un petit peu le même phénomène de contagion que celui qu'on a pu connaître éventuellement en 2008. Donc, un phénomène aussi à anticiper. Enfin et parallèlement, ça n'aura échappé à personne, il y a eu de la relance publique et donc une certaine hausse de l'endettement qui est aussi corrélée avec, en France en particulier, une hausse de l'épargne des Français. Mais malgré tout, on a moins de leviers et de capacité d'action publique cette fois-ci. Donc évidemment, des conséquences économiques importantes qui ont une traduction classique sur les besoins des opérateurs, notamment en termes d'immobilier. Alors, on a vu que ça jouait et ça allait continuer à jouer, évidemment, sur différents scénarios d'un point de vue économique, mais c'est pas le seul phénomène qui joue sur l'immobilier, puisqu'on pourrait se dire, après tout, il y a une hausse du nombre de chômeurs, il y a peut-être un peu moins de mètres carrés utilisés, mais si ça s'arrête là, c'est mesurable. Il se trouve que dans le même temps, la Covid nous a obligés à revoir nos modes de travail, notamment pour les actifs de bureau. Cette évolution des modes de travail qui passe par la digitalisation, par le travail à distance, par les outils collaboratifs, par plus de nomadisme aussi, et une inclusion rapide du digital dans les modes de travail, ça génère aussi pas mal de questions. Après tout, ai-je vraiment besoin de faire revenir mes collaborateurs au bureau? Tous, une partie. Certains collaborateurs n'ont pas très envie de revenir dans des bureaux aujourd'hui. À l'inverse, pour certains managers, il commence à être difficile de piloter et de monitorer le travail des équipes quand elles sont 100% à distance. Donc on voit bien que il y a un curseur à placer, que ça va avoir facilité évidemment le recours au télétravail, peut-être aussi l'utilisation d'espaces de travail plus flexibles. Ce qui est sûr, c'est que ça change la donne. Donc, pour résumer les deux premiers points, un ralentissement économique avec un impact sur les besoins d'usage et de lieu, avec une augmentation donc, du chômage, et de l'autre côté, un impact des nouveaux modes de travail sur les actifs en eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'interrogent sur la nécessité d'avoir toujours un poste de travail pour tous les collaborateurs. C'était déjà le cas avant, mais je pense que la Covid a fait le creuset, entre guillemets, de cette transformation. Et à la sortie, il faudra évidemment, encore une fois, en tenir compte. En tenir compte en termes de volume, de ce que l'on va avoir besoin de fournir aux utilisateurs, mais aussi de typologie d'actifs. Et donc peut-être finalement une nouvelle accélération de l'obsolescence des actifs qui viendrait s'ajouter à celle plus connue déjà et depuis plus longtemps autour de la notion d'immobilier vert. Donc une double tendance sur les impacts des nouveaux modes de travail, plus de distanciel,
plus de flexibilité, mais aussi après un an, des premières nécessités de retour en présentiel, notamment dans les organisations, qui nécessitent un travail processé, continu, vérifié, etc. etc. Donc, on ne saura pas dire si à la sortie de la Covid, tout le monde voudra être en télétravail, ni je ne suis pas en train de dire que tout le monde aura besoin d'aller dans des espaces de coworking. Ce qui est sûr, c'est que la réponse pré-Covid sur des bâtiments de bureaux plus ou moins open space est à remettre effectivement en question, peut-être avec plus de smart office, plus de flex office, euh, plus de possibilités offertes tout simplement par les lieux de travail. On s'est aussi rendu compte dans cette période des attentes des salariés. Finalement, dans les critères qui apparaissent en 2020, la proximité de la localisation monte largement dans les attentes des collaborateurs. Le confort physique adapté, c'est-à-dire est-ce que le bâtiment que je vais aller dans lequel je vais aller pour travailler était spécialement pensé pour que ce soit confortable pour moi. Sinon, à défaut, est-ce que je ne serais pas mieux chez moi? Et puis ensuite, évidemment, dans les attentes qui montent, c'est la flexibilité, notamment horaire du travail, puisque un autre impact du télétravail, c'est que les gens ont adapté leur plage horaire de travail et sont plus forcément 9h-18h. Voilà, tous ces éléments me semblent aussi des éléments à prendre évidemment en compte dans le cadre de l'impact Covid. Mon avis personnel, c'est que le monde d'après ressemble quand même toujours au monde d'avant, avec quelques évolutions. Donc, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que nous n'aurons plus besoin de bureaux demain. Par contre, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut se poser la question de quel bureau on voudra demain, et est-ce qu'on n'a pas là un nouveau critère de différenciation entre les entreprises, tout simplement. Alors, on a parlé de l'impact des modes de travail sur les actifs de bureau. Je pense que c'est important aussi de vous parler des impacts des nouveaux modes de consommation sur le commerce, qui est un autre actif évidemment privilégié des investisseurs et qui souffre en ce moment évidemment. Alors, les commerces fermés sont fermés, donc avec la problématique du versement des loyers et de l'attitude du bailleur vis-à-vis de ses preneurs. Mais on voit aussi un changement des modes de consommation des Français, avec peut-être plus de consommation locale, se tourner plus vers les commerçants de quartier que vers la très grande distribution. Donc tout ça, ça génère aussi évidemment des adaptations des outils productifs. N'oublions pas, quand on parle de commerce, c'est aussi l'explosion de la livraison à domicile, à la fois évidemment des biens dont les magasins sont fermés actuellement, mais aussi pour l'alimentaire, mais aussi pour la restauration. Et donc ça, ces habitudes-là, il faut aussi considérer qu'elles vont avoir des conséquences, à la fois dans les actifs de commerce, puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais aussi peut-être dans les actifs de bureau. Il sera peut-être nécessaire demain d'intégrer mieux dans les halls de bâtiments la nécessité de pouvoir recevoir X livraisons tous les jours parce que les gens en ont pris l'habitude. Voilà, donc encore une tendance qui me semble nécessaire à garder en tête quand on parle de l'impact de la Covid. D'un point de vue investissement, ça implique effectivement que les meilleurs emplacements restent les meilleurs emplacements. On voit quand même une tendance vers un retour du commerce de centre-ville plutôt que du commerce de périphérie. Il y a beaucoup plus de monde. Voilà. Après, est-ce que cette tendance restera pérenne à la sortie de la Covid? Je crois personnellement que oui, mais ce n'est qu'un avis et il n'engage que moi. Alors, on a parlé du bureau, on a parlé du commerce, on est un petit peu obligé du coup de passer par la classe d'actifs logistiques, et je ne vous les ai pas toutes détaillées, mais je pense que les trois grandes sont celles-là. Alors, évidemment, la logistique est directement impactée. Il a fallu gérer à la fois toute la supply chain, l'approvisionnement en période de confinement, et puis aussi la hausse du commerce en ligne. Donc, ce qu'on constate sur l'année dernière, c'est que dans les secteurs agroalimentaires, ceux de la grande distribution, on n'a pas de baisse de régime qui ont été à déplorer. Au contraire, d'ailleurs, la fermeture des cafés, des restaurants, le confinement, ça a plutôt généré une surconsommation des ménages et du coup des pics de commandes et d'activité, avec une problématique de main-d'œuvre dans les entrepôts en question. Ça a quand même permis de se rendre compte aussi de la problématique d'une chaîne d'alimentation 100% flux tendu. On l'a bien vu au premier confinement.
Et donc tout ça, ça va poser des questions pour la suite de est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait des stocks intermédiaires et ces stocks, qui et comment vont, qui et comment, si je vous fais une phrase en français, qui va les gérer et comment ils vont être stockés, pardon. Donc vous voyez, tout ça, ça ouvre effectivement un champ de réflexion, donc certainement un champ de produits. Alors, j'ai arrêté ici les impacts de la Covid sur l'immobilier, mais on aurait aussi pu parler, on en parlera peut-être dans les questions à la fin, de la logistique du dernier kilomètre, de la problématique des flux en ville, et puis d'autres classes d'actifs, je ne sais pas moi, la santé, les éducations, les EHPAD. Voilà, et je pense qu'il était important de commencer les grandes tendances de l'année 2020 par ces impacts de la Covid sur l'immobilier et peut-être sur les trois plus grandes classes d'actifs, donc le bureau, attention à l'impact des évolutions et aux impacts économiques, notamment au nombre de salariés et donc au nombre de mètres carrés à utiliser. Sur le commerce, je pense qu'on assiste à une redistribution des cartes avec les fondamentaux qui sont conservés, la localisation et la localisation, mais peut-être un enjeu plus fort en termes de merchandising et d'accompagnement de relations bailleurs-preneurs, peut-être une évolution à anticiper du bail commercial là-dessus, pour avoir peut-être moins de loyers fixes et plus de loyers variables, puisqu'on voit bien qu'en période de fermeture, il est demandé un report ou une gratuité des loyers. Et puis tout un axe sur la classe d'actifs logistiques, sur elle a bien montré la nécessité évidemment de cette classe, mais aussi dans la nature des bâtiments qui composent cette classe, puisqu'évidemment on voit bien qu'il faut à la fois qu'ils gèrent le flux, mais peut-être aussi demain le stock. Alors vous me direz, tout ça c'est bien, c'est ce qu'on va utiliser ou pas ces fameux bâtiments, et donc, ma foi, quel impact on peut anticiper sur les valeurs locatives. Alors pour l'instant, on a plutôt tendance à constater, dans les recherches que j'ai pu effectuer ce matin et les différents agents que j'ai pu interroger en préparation de ce webinaire, on a plutôt un attentisme et une tendance à l'orientation à la baisse. Mais c'est pas encore très significatif. Le seul segment où effectivement on voit que la demande et les prix ont tendance à être à la hausse, c'est pour certaines catégories de locaux d'activité et de locaux de logistique. Tout simplement puisqu'effectivement on est sur des durées longues. Le 369, par définition, c'est des périodes de 3 ans. On n'en est qu'à 12 mois depuis le premier confinement. Donc je pense que l'impact sur les valeurs locatives va se gérer au fur et à mesure des renouvellements. C'est aussi à ce moment-là qu'on verra l'impact des stratégies des différents gestionnaires vis-à-vis de leurs locataires, qui est allé directement proposer son aide, quel impact ça aura à long terme, qui à l'inverse a joué la loi pour la loi. Il ne m'appartient pas de juger ces stratégies, bien évidemment, mais je dis juste qu'on aura assez rapidement du coup, au titre des renégociations, l'impact de ces décisions de gestion. En termes de sentiment des professionnels, de ceux que j'ai interrogés encore une fois, je dirais qu'on a un partage entre attentisme et optimisme. Attentisme parce qu'on se demande si reconfinement, si vraiment en 2021 tout le monde est vacciné, c'est fini et ça repart. Et évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question et je m'y aventurerai pas. Et à l'inverse, un certain optimisme par une autre partie des gens interrogés, optimisme porté par le fait que malgré tout l'activité ne s'est pas arrêtée, que les loyers sont relativement bien payés, que voilà, donc pour l'instant on ne voit pas encore les conséquences directes de ce que nous venons d'évoquer, et donc effectivement j'ai pu constater un marché partagé entre ces deux optiques, attentisme d'un côté, optimisme de l'autre. Pour autant, lorsque vous interrogez ces investisseurs, ces asset managers et ces utilisateurs, ils anticipent quand même une phase de décompression à un moment donné, accompagnée d'une baisse des prix et ou d'une augmentation des mesures d'accompagnement, tout simplement liées au phénomène d'offre et de demande. Voilà. Mais ils ont plutôt tendance à anticiper que ça se résorbera assez vite. Et puis, tous font le lien avec les mises en chantier qui, elles aussi, ont significativement diminué. Côté entrepôt, activité, en revanche, là, ça aurait plutôt tendance à créer des opportunités business et donc une tendance plutôt haussière.
Pour le commerce, puisque nous l'avons évoqué, là, je ne me risquerai pas un exercice de généralisation. J'ai tendance à dire que ça va se traiter au cas par cas, avec quand même plus d'anticipation de renégociation à la baisse des loyers, voire d'accompagnement, et effectivement peut-être plus de loyers variables. C'est un petit peu les tendances qui ont pu être remontées. Donc évidemment, hein, l'immobilier, c'est des valeurs locatives, mais pas que, c'est aussi des valeurs vénales. Et j'ai volontairement décorrélé les deux, puisque les valeurs locatives pourraient partir à la baisse et les valeurs vénales se tenir, ou inversement, puisque les valeurs vénales, bah, elles sont aussi fonction du coût de l'argent, vous le savez bien, du spread ou de la prime de risque offerte par les produits immobiliers versus des produits estimés à risque équivalent, qui restent très positifs, puisque l'argent aujourd'hui se prête à des taux proches de zéro, l'immobilier est très loin de ces taux-là, donc la prime de risque reste très attractive. Donc il est possible qu'effectivement, les valeurs vénales se tiennent peut-être mieux que les valeurs locatives, tout simplement du fait, encore une fois, de l'effet offre et demande. L'immobilier, par définition, est plutôt vu comme une valeur refuge, vous le savez bien, et donc, donc compte tenu de la masse monétaire qui est imprimée, et des liquidités disponibles, on peut anticiper effectivement un certain maintien des valeurs. Évidemment, si trop de casse sur les valeurs locatives, il y aura un impact assez corrélé par la suite. Voilà ce que je tenais à vous dire sur les grands impacts, excusez-moi, de la Covid sur l'immobilier en 2020 et son impact en 2021. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, du coup je vous propose de continuer et peut-être nous réaborderons ce point dans la deuxième partie du webinaire. Moi, ce que j'ai envie de vous conseiller sur ces premiers éléments, c'est qu'en fait, on est dans un monde d'incertitudes. On voit bien, il y a des tendances, mais elles ne sont pas toujours dans le même sens. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir du coup faire le dos rond ou le gros dos ou gérer cette difficulté. J'ai tendance à la résumer par un seul enjeu en 2021, la résilience. Alors la résilience sous toutes ses formes, hein, la résilience des modèles économiques, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, la dispersion du risque, la résilience des organisations. Hein, je pense que la Covid a bien montré ça aussi. Certaines organisations se sont adaptées quasi instantanément au passage au 100% télétravail en mars 2020. Et puis pour d'autres, ça a été beaucoup plus long, donc avec des impacts économiques, donc tout un travail de résilience. Ça joue aussi évidemment dans les sociétés immobilières, qu'elles soient de gestion, de promotion, de property management. Et on voit bien que les organisations hyper centralisées ont été mises plus en difficulté que des organisations peut-être plus en râteau. Et enfin, évidemment, résilience des actifs immobiliers. Je n'ai pas plus de boules de cristal que les autres. Ce que je vois bien, c'est qu'on est quand même à un carrefour et que on va attendre des actifs immobiliers qui soient capables de vivre plusieurs vies au sein du même actif, de se transformer, peut-être de mieux accepter les usages. Peut-être qu'on va passer d'une maîtrise des ouvrages à une maîtrise cumulée des ouvrages et des usages, notamment pour tenir compte de tous les nouveaux modèles économiques, mais aussi des réponses qui seront apportées à la Covid par les acteurs économiques. J'entends par là, je pense que nous irons vers des actifs qui soit ont des capacités d'évolution rapides avec des travaux, j'entends, soit effectivement sur des bâtiments qui auraient été pensés initialement pour générer ce niveau de mixité et donc générer de la résilience. La résilience, elle s'adapte et elle s'appelle aussi sur un grand nombre d'autres axes. Hein. Je vais vous parler un peu de finances durables pour la suite. La résilience d'un bâtiment s'apprécie aussi dans cet angle-là, mais on pourrait aussi parler de la résilience en termes de valeur, d'obsolescence. Donc, voilà, je dirais que c'est le terme générique à garder pour cette année 2021, c'est penser effectivement résilience de son modèle, de son organisation, de ses actifs, peut-être aussi de sa communication, de ses clients, de son business plan d'une manière plus générale. La deuxième grande tendance, je dirais, de 2021 est issue de ce qu'on a vécu en 2020. Hein. La Covid a aussi fait écho à un certain nombre de sujets qui
était prégnant déjà dans la société. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de biodiversité, d'artificialisation des sols, de changement climatique, d'impact de l'humanité sur la planète. Et tout ça, bah, évidemment, plus les gens en parlent et ils sont sensibles, plus les produits qui leur sont proposés ont tendance à être adaptés. Donc, on voit quand même un gros essor de la finance dite durable. Alors, c'est pas un essor qui a commencé avec la Covid. Je suis juste en train de souligner que ça risque de continuer à accélérer. Donc, juste un petit point de définition, hein, la finance durable, c'est tout le pan de la finance qui s'attache à prendre en compte des critères ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance et sociale dans ses décisions d'investissement et de gestion. Dit autrement, bah, il convient de faire de la finance comme avant, mais en plus, dans ses décisions, bah, soit d'investissement, soit dans ses capacités de gestion, à prendre en compte des critères de ce type-là dans ses décisions. Le critère E se voit assez facilement, c'est par exemple la consommation d'énergie, le changement climatique, mais aussi les autres thématiques évoquées, je sais pas, l'artificialisation des sols, la biodiversité. Le S, bah, c'est tout simplement est-ce que les activités en question ont un impact social et sociétal et quel est-il? Et la gouvernance, bah, je pense que ça c'est ce qui vous parle le mieux. Donc c'est dans le fond, est-ce que les règles de gestion des sociétés sont appliquées, pérennes et répondent évidemment aux enjeux définis par l'organisation. Un autre acronyme que vous entendez pour la finance durable, ça va être les fonds dits ISR, qu'ils soient valeurs mobilières ou immobilières. Alors, c'est une croissance très rapide, hein, la finance durable, tant en termes de nombre de fonds que d'encours. Je vous invite, si le sujet et les chiffres vous intéressent, à aller faire un tour sur les publications de Novetic notamment, qui suit ça très bien. Juste pour vous donner quelques chiffres, hein, le dernier market data donc de Novetic faisait état sur l'année 2019-2020 d'une hausse de 84% des encours des fonds dits de finance durable. On parlait de 227 fonds, c'est quand même un grand nombre. Avec une thématique qui est très souvent environnementale, quelques fonds avec des approches bas carbone et quelques fonds de type obligation verte. Excusez-moi. Donc, on voit bien, à un bout de la chaîne, côté investisseur, bah, si les clients de mes clients demandent que le travail intègre des critères de ce type-là, on voit bien que les asset managers, les investisseurs ont la nécessité d'en tenir compte, puisque bah, quand ils demandent ou quand ils vont chercher des mandats dédiés de ce type, bah, évidemment, il faut même qu'ils montrent leur capacité à agir. La grande différence entre les valeurs immobilières et les valeurs mobilières, c'est la capacité d'agir en gestion. Qu'un gérant action dise, bah, dans le fond, je vais voter en assemblée générale, mais j'ai pas un gros poids sur les sociétés dans lesquelles je suis investi, ce sera évidemment très différent lorsqu'on parle d'immobilier. Un investisseur immobilier ne peut pas dire qu'il n'a pas la main sur sa gestion. Il entretient ses actifs, il les surveille, il les gère. Voilà. Donc évidemment, un impact assez fort sur le réel côté immobilier. La troisième tendance, bah, c'est que même si on a une grosse accélération depuis 2020, c'est quand même un sujet qui existait déjà avant, et donc on voit les premiers enseignements en termes d'attractivité des fonds. Dit autrement, quels sont les fonds qui attirent le plus la collecte? Bah, on voit une tendance évidemment à s'orienter plutôt vers des fonds thématiques, donc plutôt spécialisés que généralistes, généralement axés sur énergie renouvelable, eau, efficacité énergétique. Donc on voit bien finalement ce qui va être demandé à la chaîne de valeur par la suite. Si les gens lèvent de l'argent pour faire des fonds thématiques énergie renouvelable, par exemple, évidemment, ils demanderont en cas d'investissement immobilier comment est pris cette thématique par l'immobilier. Ça tombe bien, on a des leviers d'intervention sur tous ces segments et les filières se professionnalisent, donc les réponses sont de plus en plus faciles à appliquer. Je ne dis pas que c'est encore très très simple,
je dis que vous n'êtes plus tout seul. Alors qu'il y a 10 ans, quand vous auriez voulu faire la même chose, eh ben, vous aviez moins effectivement de répondants possibles. Une dernière tendance qui porte évidemment sur les fonds bas carbone, donc là c'est assez récent, avec deux indices de référence. Le premier qui a tendance à être axé sur la transition, donc comment est-ce qu'on fait passer les mauvais élèves en bons élèves, donc les stratégies dites de best in progress. Et l'autre grand indicateur est un indicateur aligné sur l'accord de Paris, c'est-à-dire comment est-ce que je vérifie que mes investissements participent bien à cette limitation des gaz à effet de serre tels que ratifiés lors des accords de Paris. Donc une tendance assez lourde pour l'immobilier. Évidemment, qui dit nouvelle demande des investisseurs, dit nouveaux enjeux en termes de reporting. C'est bien de pouvoir dire évidemment, moi asset manager, ou moi property manager, ou moi promoteur, je sais tenir compte de ces éléments. Mais ensuite, on va vous demander des comptes. C'est-à-dire, c'est bien, vous savez en tenir compte, mais qu'avez-vous fait? Quels indicateurs vous retenez et comment évoluent vos indicateurs? En gros, quel est votre impact positif sur la thématique? Eh ben, c'est pas si évident pour ceux qui ont déjà essayé. Même des choses qui sont quantitatives, comme reporter les consommations d'énergie, ben, on se rend compte que finalement, c'est pas si évident. La seule chose qu'on fait parfaitement reporter de manière transparente, c'est l'argent, parce que c'est des sujets évidemment qui sont au cœur des activités depuis des années. Donc un enjeu effectivement de réflexion autour, selon vos activités, de quel reporting mes clients vont me demander demain et comment est-ce que je justifie que j'ai cette vraie capacité. Puisque évidemment, je pense que nous passons d'un monde de déclaration qui pourrait être je m'engage à faire les meilleurs efforts pour, à un monde de la justification qui va plutôt être de dire quels sont les résultats que vous avez obtenus et justifiez-les. Vous allez le voir dans la partie d'après avec un certain nombre de textes. C'est assez long de faire évoluer ces sujets-là dans les organisations, donc c'est aussi des sujets à porter en réflexion en continu. Évidemment, tout ça, ça joue en termes de sélection des investissements pour les asset managers, mais aussi du coup pour le marché de la transaction. Donc on voit évidemment, je vois et je constate là-dessus, malgré un marché de l'investissement qui reste ultra compétitif, des demandes de plus en plus pointues d'informations concernant l'état d'entretien des actifs, le traitement des problématiques réglementaires, la lutte contre l'obsolescence, la communication évidemment avec les différents locataires. L'autre grand enjeu en termes d'investissement, c'est la sélection des actifs, et notamment dans quelle mesure ces actifs présentent un potentiel d'amélioration, sur quel axe, sont-ils flexibles, vont-ils pouvoir être transformés, etc., etc. Donc les impacts sur l'immobilier, ils sont assez évidents finalement. C'est une relation directe d'offre et de demande. Si le client de mon client demande que la chaîne de valeur travaille de manière plus vertueuse, plus transparente et reporte mieux sur ses impacts, on peut se dire qu'ils vont se lasser et que c'est un effet de mode, ou on peut prendre le pli, et je pense que les acteurs qui ont pris le pli par le passé ont déjà montré tout ce qu'ils en avaient retiré. On pourrait parler des premières SCPI vertes qui ont été lancées ou des premiers fonds IFR de valeur mobilière. À chaque fois, en termes de collecte, c'est un très grand succès. Après, il faut juger dans la durée la pureté entre le discours et les actes. Et je pense qu'autant avant 2020, il y avait une certaine tolérance, je dirais, sur le décalage entre le discours et les actes. Je pense que cette tolérance est en train de très fortement s'amenuiser, en tout cas de la part du grand public. Et il suffit d'entendre les déclarations d'un BlackRock et les analyses qui sont faites directement derrière sur mais regardez dans quoi ils investissent, etc., etc. La capacité à aller vérifier l'information est quand même très différente. Et je vois le temps qui passe, je vais donc un tout petit peu accélérer. Du coup, une fois qu'on a parlé évidemment de la résilience, en conclusion de quel impact pour la Covid sur l'immobilier, qu'on a parlé de finances durables
et de son développement, je ne peux couvrir en disant, voilà, pour moi, 2021, c'est effectivement l'année de la prise en compte réelle du développement durable par l'immobilier et du développement durable dans sa définition pleine et entière, c'est-à-dire pas uniquement du développement écologique, le durable étant à la croisée de l'économique, du social et de l'écologique. Donc effectivement, on va réfléchir peut-être à plus de sobriété, peut-être à plus de réflexion et un peu moins de travaux. On va peut-être réfléchir à moins d'artificialisation des sols, peut-être plus de réemploi, peut-être plus de mixité, comme on le disait tout à l'heure, ou tout simplement de partage des bâtiments dans le futur. Excusez-moi. Alors je tousse, on parle de la Covid depuis ce matin, je vous rassure, tout va bien. Alors, pour se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé, puisque encore une fois, là, je ne vais pas vous faire une prospective sur l'immobilier durable, mais juste vous rappeler simplement ce qui s'est passé en 2020, que vous l'ayez en tête, si tant est que certains points vous aient échappé, mais je pense que ça vous montre bien la tendance, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, on est là pour essayer d'imaginer quels sont les points d'inflexion et vers où ils nous orientent, plutôt que d'apporter les réponses. Ils apparaîtront peut-être de nos échanges tout à l'heure. Alors en 2020, un premier grand point important, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc la réorientation des capacités de production, vers où on veut aller, quel type d'énergie on veut consommer. Texte ô combien important. Un petit décret qui est passé assez discret pour l'immobilier, mais qui est le décret des BACS. Enfin, en gros, tous les bâtiments ayant une puissance de chauffage et de rafraîchissement supérieure à X ont la nécessité de se voir installer des systèmes de monitoring et de gestion. Donc des travaux et de la lutte contre l'obsolescence pour les propriétaires. Des évolutions autour de la notion d'autoconsommation collective pour faciliter le déploiement du solaire photovoltaïque notamment. La nouvelle réglementation thermique. Nous sommes actuellement encore sous la réglementation thermique dite 2012, qui avait poussé les curseurs assez loin sur la qualité d'isolation, sur la qualité des espaces, sur la prise en compte de la climatisation, mais assez peu sur le carbone, pour pas dire du tout. La réglementation RE 2020 fait suite aux expérimentations E+C- de ces dernières années et introduit du coup un critère de poids carbone du bâtiment. C'est pareil, c'est une remise à plat d'une bonne partie de notre façon de concevoir. Dit autrement, la solution bâtiment béton, chaudière gaz, bien isolé, va plus fonctionner. Donc il y a effectivement réflexion sur les modes constructifs, des bâtiments neufs, et donc toute la réflexion corollaire sur l'obsolescence que ça va générer sur les bâtiments des générations d'avant. Le dispositif éco-énergie tertiaire, appelé décret tertiaire, donc sorti en juillet 2019, mais précisé en avril 2020, qui impose quand même que toutes les consommations d'énergie de tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres soient reportées dès septembre 2021. Énorme travail. On parlait des évolutions du reporting. On a là un texte qui en parle bien. Je vous les cite, hein, encore une fois, l'idée n'est pas de faire de vous des experts de tous ces sujets, mais que vous les ayez entendus. On a aussi eu une modification en 2020 et une augmentation de nos ambitions en termes de stratégie nationale bas carbone. Donc on vise quand même la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui implique juste de diviser par 5 nos émissions et d'augmenter nos capacités de stockage. Donc les capacités de stockage, c'est les sols, les forêts, les océans. Donc un sujet, encore une fois, qui oriente à la fois notre conception et notre gestion. N'oublions pas que le renouvellement du parc immobilier, c'est entre 1 et 2% par an. Donc si on veut améliorer la situation, on ne peut pas traiter que le neuf. Ensuite, puisqu'on a parlé de finances durables, c'est aussi la sortie de la doctrine extra-financière de l'AMF et les annonces autour de « attention, ce que vous communiquez et dont vous faites des arguments commerciaux, il faudra se justifier un jour ». Et évidemment, la lutte contre le greenwashing. La sortie du label ISR immobilier en fin d'année dernière, qui est donc la traduction pour la catégorie d'actifs physiques immobiliers du label ISR valeur mobilière. Gros enjeu pour les sociétés de gestion, une bonne partie ont déjà pris le virage. Il me semble que les 3 ou 4 premières ont déjà été certifiées.
voilà, donc là, on parle de sociétés qui orientent des produits complets de leur gamme de produits pour intégrer les fameux critères E, S et G dont nous parlions tout à l'heure et qui s'engagent à en justifier à tout moment. Donc évidemment, toute la chaîne de valeur derrière va devoir se mettre en marche. Pour l'instant, ils en sont à définir leur stratégie, monter leurs indicateurs, mais ensuite il faudra les tenir. Et puis surtout, il faudra les améliorer. Donc bien comprendre ces éléments vous permet d'avoir une visibilité sur les attentes de vos clients en fonction d'où vous êtes dans la chaîne de valeur dans la durée. Et toujours dans les sujets de 2020, c'est la sortie de la taxonomie verte européenne. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on va considérer, nous, Européens, comme étant des actifs verts? C'est des définitions qui sont extrêmement strictes et rigoureuses. Appliquées à l'immobilier, c'est très 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 peu du patrimoine existant qui rentrerait dans cette catégorie. Après, là, on parle de bâtiments verts par nature, donc ceux qui seraient dans les catégories de best in class. On peut aussi voir le vert comme la capacité à améliorer ce qui n'était pas vert. Dans ce cas-là, on serait plus dans du best in progress. Et donc encore un texte qui vient renforcer les définitions et les ambitions autour de ces sujets environnementaux. Enfin, à l'autre bout du scope, c'est aussi la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire la prise en compte de ces thématiques par les citoyens et donc les électeurs. Donc à un bout de la chaîne, celui de la finance, on voit bien que ça pousse. À l'autre bout de la chaîne, celui du citoyen et du quidam ou de la personne physique, ça pousse. Et au milieu, vous avez les industries financières, immobilières et toutes les activités associées. Donc on a quand même un certain phénomène d'étau qui est en train de se jouer. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne le feront pas mourront. Je suis en train de dire, je pense que là, on a des signaux de plus en plus forts sur les attentes du marché. Voilà ce que je tenais à vous dérouler ce matin pour les grandes tendances 2021 de l'asset management. Donc on peut résumer assez rapidement. Toujours de l'incertitude sur l'impact de la Covid, et donc qui dit incertitude, la nécessité de regarder avec lucidité la résilience de son activité, de son modèle. Ça dépend encore une fois de quel acteur vous représentez. Un deuxième enjeu qui a été la prise en compte de plus en plus grande, à la fois par les investisseurs, mais aussi par les particuliers, de ce qu'on pourrait ranger dans la catégorie durable. Alors chacun y verra ce qu'il souhaite y voir dans le durable, mais on voit bien qu'on est là sur un mouvement de fond. Et puis d'un point de vue réglementaire, pour l'immobilier pur, puisque c'est ce dont nous parlons ce matin, un mouvement extrêmement fort de production législative qui nécessiteront évidemment d'adapter les organisations, les modes de travail pour être conformes à la loi, mais qui, je pense, esquisse assez bien l'orientation qui va être prise pour la suite. Voilà, je ne sais pas si nous avons des questions. Je vous remercie beaucoup, Benjamin, pour cet exposé très clair et très complet. Alors, beaucoup d'entre elles tournent autour, effectivement, cancer, ESG, mais aussi RE 2020. Beaucoup de gens se demandent comment nous pouvons agir rapidement et prendre en compte les exigences de la RE 2020 sur nos immeubles. Mais de cette future réglementation, notamment en rénovation lourde, puisque la RE 2020 vise la construction neuve, mais c'est vrai que l'enjeu environnemental est principalement quand même sur l'ancien. Tout à fait. Écoutez, c'est bien, nous avons donc des participants aguerris. Et vous avez parfaitement raison, la RE 2020 porte uniquement sur les bâtiments neufs. On en attend quand même un petit décalage législatif. Il est certain que, comme pour la réglementation Termine 2012, son impact sur la RT globale pour les bâtiments existants, qu'il y a là un enjeu. Mais je retournerai plutôt la question sur ces sujets, puisque finalement, on peut attendre qu'une réglementation thermique existante sorte pour nous dire quoi faire. On peut aussi tout simplement prendre les grandes tendances de la RE 2020, c'est-à-dire la prise en compte du carbone, notamment dans les décisions de rénovation. Et là, les plus aguerris
nos auditeurs, je ne sais pas si auditeur est le bon terme d'ailleurs pour un webinaire, enfin des gens qui nous écoutent, on voit bien aujourd'hui que le poids d'un bâtiment et de ses matériaux, dans une rénovation, si vous conservez la structure, le béton, vous avez déjà sauvé l'essentiel de ce que vous pouviez sauver. Pour peu que avant votre curage, vous ayez introduit une notion de réemploi, réutilisation, si tant est que ce soit possible dans le bâtiment dont on parle, et qu'évidemment vous ayez travaillé votre démolition, je dirais, de manière moderne, c'est-à-dire avec un réel tri, et encore une fois, la possibilité aussi à ce niveau-là d'utiliser des sujets de réemploi, d'économie circulaire notamment, en fait, vous avez déjà fait le travail, indépendamment de la RE 2020. Ce que par contre, je vous invite à faire, à chaque fois que vous faites ce type d'expérimentation, parce que finalement, ça répond à des convictions d'opérationnel, et ça coûte pas forcément plus cher. C'est souvent, il faut réfléchir un peu plus, à bien les documenter. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, on fait ces choses-là, on le documente pas, et à la sortie, quand on vend, ou quand on raconte l'histoire à son client, on n'en a pas les preuves. Et comme il y a beaucoup de gens qui disent le faire sans forcément le faire et sans pouvoir avoir les preuves, ça pose sujet. Après, c'est un vrai changement, effectivement, encore une fois constructif, je pense encore plus important que le passage de la RT 2005 à la 2012, puisqu'on introduit là des critères qui étaient vraiment exclus précédemment. Voilà, je ne sais pas si ça répond globalement à ce que nous avions comme question autour de la RE 2020. Mais donc oui, moi j'aurais tendance à prendre de cette RE 2020 pour tous les gens qui font de la rénovation. Mais je les invite à faire la même chose avec les différentes certifications environnementales et ou d'usage, parce que ça revient au même, à se faire leur propre avis sur ce qu'ils estiment être un apport pour leur bâtiment. Je sais pas, on va parler d'autre chose que d'environnement. Si on prend un label WiredScore ou un label R2S, il y a plein de bonnes idées dans ces labels. Et vous n'êtes pas obligé d'être labellisé pour avoir appliqué les meilleures idées ou celles qui vous ressemblent le plus. Ce qui est sûr, c'est que cette multiplication génère, selon moi, de l'obsolescence et qu'on voit aujourd'hui des critères de sélection d'actifs qu'on ne voyait pas hier. Voilà, on a eu des demandes par le passé de justifier nous de la qualité de l'air dans les locaux avant qu'on signe le bail. Voilà, qui sont vraiment des choses dont on n'entendait pas du tout parler. J'ai vu moi personnellement une transaction immobilière ne pas se faire parce que le vendeur n'était pas capable de donner ses consommations d'énergie du fait du fameux décret tertiaire et donc dans la prise en compte des capex à mobiliser par l'investisseur. Voilà, donc oui, tous ces éléments génèrent évidemment beaucoup de changements. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'aides aussi autour de ces sujets. Il y a aussi, j'en ai pas parlé ce matin, mais tout le plan de relance. Dans le tertiaire, on oublie souvent qu'on peut aller demander aussi des subventions parce que c'est une industrie économiquement viable, mais rien n'empêche une société de gestion aujourd'hui qui fait des travaux d'aller les valoriser en termes de C2E, par exemple. Donc, il faut aussi penser à tous ces éléments d'aide. Moi, ce que j'ai pu constater par, encore une fois, ma petite carrière et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a toujours une prime au premier qui fait bien, et il y a toujours une sanction au premier qui se fait attraper pour avoir dit qu'il faisait bien et qu'il ne le faisait pas. Généralement, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a cru gagner. Alors on dit aux enfants, c'est long de gagner la confiance, c'est rapide de la perdre. C'est exactement pareil pour l'image. Je pense que c'est plus que la perdre quand on se fait attraper sur des sujets de j'ai essayé de dire que j'étais vertueux alors que je ne l'étais pas. C'est-à-dire que l'incohérence me semble être aujourd'hui un sujet qui n'est plus du tout pardonné par les clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Oui, donc c'est dire qu'il faut vraiment pas que tout ça reste un effet de mode, que les acteurs de l'immobilier aient une réelle prise de conscience sur tous ces sujets qui, rien qu'en termes d'image, effectivement, sont très importants. Et vous parliez effectivement de labels et d'aides possibles. On a une question très concrète sur le calendrier pour obtenir le label IR et comment peut-on se faire accompagner? Alors, le calendrier, il faut demander sa labellisation. C'est possible aujourd'hui. Il y a un organisme de certification qui est agréé, qui est la FNOR. Il y en a, me semble-t-il, 2 autres qui sont en cours d'agrément et de finalisation. Donc, il y a peut-être un petit peu
de monde au portillon pour l'entrée au label, mais les premières sociétés ont été labellisées. Je crois avoir vu passer les communications de Novaxia notamment, mais aussi d'Amundi. Et on va faire comme le CSA, on va en citer trois, et Norma Capital, pour en citer trois premiers fonds, mais il y en a plein d'autres qui sont sur les rangs. Ensuite, comment se faire accompagner? Bah, écoutez, il y a un grand nombre aujourd'hui, grand, je ne sais pas, mais un certain nombre de conseils en capacité de vous accompagner. J'en fais partie, mais sous un axe particulier, et puis vous en avez évidemment d'autres. C'est important de bien choisir l'accompagnant, c'est pour ça que je vous disais j'en fais partie, mais il y en a d'autres. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire certifier un patrimoine existant de gros volume, parce que l'enjeu c'est de dire je suis certifié, bah, je vous invite à plutôt prendre un certificateur qui va faire de la documentation, cocher les cases et peut-être moins s'intéresser aux impacts dans votre gestion. Si à l'inverse, ce que vous voulez, c'est être en capacité d'avoir un label qui vous permet de dire je ai le label ISR par exemple, mais surtout la stratégie mise en œuvre dans mon label a vocation à renforcer ma valeur ou à traiter telle ou telle thématique avec tel impact, bah là, vous avez plutôt intérêt à aller chercher un conseil passionné. Je fais plutôt partie de cette seconde catégorie avec des spécificités. Mais il y en a d'autres en fonction des spécificités. Chez Agilim, vous serez plutôt poussé vers la gestion du changement climatique, la prise en compte de vos consommations, tout simplement parce qu'il y a une convergence réglementaire autour de ce sujet. Maintenant, vous pourriez avoir une conviction sociale, par exemple, ou sociétale, comme, alors je vais avoir du mal à en citer trois, donc je ne vais pas citer de nom, mais je serais tout aussi impressionné par une société de gestion qui demain déciderait bah, de prendre pour elle, je sais pas moi, la cause des femmes battues. On a été confinés pendant un an, donc c'est aussi un impact du Covid, ça a augmenté, voilà. Et donc, bah, on pourrait imaginer des fonds qui se disent, moi, je fais une poche non-profit dans mon fonds, dans lequel je compte héberger des femmes battues, et ce serait tout aussi vertueux. Ce qui compte, par contre, c'est de pouvoir vraiment mesurer vos impacts. Et comme j'ai essayé de vous le dire sur la partie finance durable, les institutionnels n'aiment pas les fourre-tout. Donc, vaut mieux choisir une thématique et bien la traiter qu'essayer de tout traiter. Évidemment, il faut être conforme à la loi partout, mais essayer de pousser tous les curseurs ne me semble pas faire sens. Un, parce que je pense que c'est trop compliqué économiquement, et puis même en termes d'équipe. Et deux, bah, tout simplement parce que c'est pas l'attente du client final. C'est un petit peu comme quand il cherche des produits immobiliers. Bah, avant, on avait des fonds diversifiés parce que c'était au niveau de la société de gestion que se gérait le Markowitz, entre guillemets, de l'allocation d'actifs. On voit bien que les institutionnels ont grandi et maintenant ils cherchent bah, un fonds bureau, un fonds commerce, un fonds logement, un fonds je sais pas quoi. Et ils gèrent eux-mêmes leur allocation d'actifs. Donc là-dessus, j'aurais quand même vraiment tendance à vous conseiller d'être pur dans votre démarche, basé sur vos convictions parce qu'il va falloir les assumer dans la durée, et puis essayer de se différencier parce que bah voilà, c'est l'avantage d'être dans les premiers, c'est si vous avez coché les cases avant et que vous savez où vous allez, bah vous avez tout à gagner. Voilà, moi il y a 10 ans, j'ai écrit avec le groupe Perial la stratégie de la SCPI PFO2, qui est la première SCPI verte du marché. Euh, bon, bah, il m'appartient plus, puisque je ne suis plus le Gauthier Perial de vous en parler, mais c'est évident que c'est un succès et commercial et à titre personnel, c'est évidemment extrêmement plaisant d'avoir pu allier conviction personnelle et vrai impact sur le changement. Mais c'est aussi un vrai succès commercial pour la société Perial. Je ne vous parle pas du Pour essayer bénéfice d'image, etc. de satisfaire tout le monde, on va juste revenir un petit peu sur la première partie de cette présentation. Donc, les gens se demandent quelle solution, même si on l'a un petit peu évoqué, mais pour prévenir la vague, est-ce que c'est privilégier le coworking ou est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qui n'est pas viable pour rentabiliser son actif? On a aussi une question sur y a-t-il une perte d'intérêt réel mesurable pour les actifs classiques de type bureau? Alors, bon, déjà, vous avez mes coordonnées après, parce que là, en fait, on est Oui, sur oui, des oui. débats spécifiques, mais je m'explique. En fait, chaque bâtiment est un prototype qui tient compte de tout plein de critères, sa localisation, évidemment, qui est le critère immobilier par définition. Enfin, moi, comme j'ai fait mes études immobilières, si j'avais retenu que ça, j'aurais mon diplôme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus complexe.
Je ne crois pas que de toute façon il y ait une solution, je crois qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y aura effectivement plus de coworking, je pense qu'il y aura effectivement plus de flex office et donc plus de solutions à trouver pour les gens qui télétravaillent, notamment dans les zones où l'immobilier d'habitation coûte très cher. Enfin, un bureau en plus dans Paris quand vous habitez dans le 17e, même s'il fait que 12 mètres carrés, on parle de 120 000 euros minimum. Donc voilà, il faut aussi la capacité à les créer. Donc moi, je pense qu'on aura plutôt des tiers-lieux qui vont se développer. Pas forcément de très grande taille, parce que je pense que la convergence et la solution unique, ça fait peur. Je pense pas qu'un WeWork de 10 000 mètres carrés soit la solution partout. Je pense qu'on va pas du tout se passer de la catégorie bureau, parce qu'on a encore besoin de se réunir, on a encore besoin de travailler ensemble, on a encore besoin de se voir. Je pense qu'on néglige le traumatisme psychologique des gens qui travaillent que de chez eux, notamment des freelances, etc. Donc je pense qu'on va plutôt aller par là. Ensuite, sur les actifs, je pense qu'en fait, on voit bien que c'est un petit peu comme dans l'industrie, on veut de plus en plus de personnalisation, de possibilités de modification. Et puis c'est quelque chose de tout bête, mais avec la fermeture des bâtiments à l'entrée en premier confinement, là les bailleurs se sont rendus compte que dans leur patrimoine, il y avait des sites qu'ils savaient éteindre à distance, des sites qu'ils savaient éteindre grâce à leur chaîne de valeur, le property, le mainteneur, puis les immeubles où ils ne savaient même pas s'il y avait de la ventilation dedans, et donc difficile de répondre à un locataire qui vous demande s'il peut venir au bureau parce qu'on a augmenté les taux de renouvellement d'air. Donc je pense qu'on a quand même un énorme enjeu de data. J'en parlais pas ce matin puisque je l'ai plutôt pris sous l'angle de l'environnement et du reporting, mais je pense qu'il y a un énorme enjeu de data et capacité d'action rapide sur son immobilier. Je ne suis pas un fervent défenseur du 100% IoT, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'on se rend compte que la connaissance fine des actifs a été un petit peu perdue et que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Enfin, la décennie 2000-2010, c'était la décennie de la financiarisation de l'immobilier, donc on a découvert des asset managers plus à l'aise sur Excel que sur le terrain. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, il n'appartient pas de juger. Je dis que ça a quand même décorrélé les sociétés de gestion de leurs actifs, en tout cas c'est plutôt mon constat. Donc je pense que là, on est plutôt dans un retour de balancier, donc avec, je ne connais pas vos organisations, mais avec effectivement un enjeu à réacquérir cette maîtrise à la fois technique, mais aussi relationnelle de ces actifs. Et je pense qu'on va vers de plus en plus de services. Voilà. Donc, je pense qu'on était hier des maîtres d'ouvrage, et je pense que demain, on nous demandera de devenir des maîtres d'usage de nos actifs. Alors, certains détacheront les deux prestations, d'autres les mettront ensemble. Voilà, je pense qu'il y aura des bonnes réponses dans les deux sens, mais pas une seule réponse, c'est certain. Voilà. Augmentation évidemment de l'obsolescence, puisque multiplication des nouvelles réglementations, ça c'est une certitude. Le bâtiment bois. Écoutez, Monsieur Mercurielli, je vous remercie encore pour et pour toutes vos réponses. Pas de panique, nous n'aurions en direct, vous aurez une réponse écrite par la suite. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, Monsieur Mercurielli anime un certain nombre de formations chez nous dont on a parlé au départ et que vous pouvez retrouver sur le support que je vais vous partager. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Très bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire, le Moniteur. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Au revoir.